La nuit, tous les chats sont gris, dit le proverbe. Pourtant, une étonnante palette de couleurs nous est proposée parmi la trentaine de races existantes. Pour vous aider à choisir votre futur compagnon, laissez-vous pénétrer par le monde félin fait d'harmonie, d'élégance et de puissance. Peut-être est-ce parmi les descendants du Felis libica que vous trouverez le chat de vos rêves. Aussi sociables que beaux, ces félins s'intégreront rapidement dans votre foyer avec la discrétion et la noblesse qui les caractérisent. Cependant, avoir un chat, c'est accepter de ne pas le posséder. C'est lui qui vous adopte. Il a conservé son instinct sauvage. Il n'y a pas un animal qui, tout au long d'une association millénaire avec l'homme, est aussi peu changé que le chat. Les artistes disent que cet animal énigmatique donne à la vie une autre dimension et favorise l'inspiration. L'acquisition d'un chat nécessite un temps de réflexion. Il s'agit de se déterminer quant au sexe, l'âge et la race. Si on préfère une femelle câline et tendre à un mâle qui exigera sa liberté à la puberté. Si on a le courage d'élever un chaton plus turbulent qu'un adulte. Et si l'on a décidé d'opter pour un chat de noble lignée plutôt qu'un gouttière. Il faut donc, avant d'effectuer toute démarche, avoir décidé de la race que l'on préfère. Bien sûr, plusieurs critères sont à prendre en compte. Alors, chat de race ou chat de gouttière ? On a deux options lorsqu'on veut un chat. Prendre un chat de race commune, dite européenne, ou si on veut un chat de race, on s'adresse aux éleveurs. Un chat de race, c'est le produit d'un élevage de sélection qui a coûté beaucoup à l'éleveur dans l'achat des étalons et des femelles, qui a coûté beaucoup en soins divers, qui a coûté cher à l'éleveur en exposition, parce qu'il a été obligé d'aller glaner à droite ou à gauche des récompenses pour que ses reproducteurs soient reconnus. Il est évident qu'un tel chat n'est pas le chat de la rue et que c'est un chat qui coûte un certain prix. Désirez-vous un chat à poils longs, mi-longs, courts ou sans poils? Toutes ces variétés s'offrent à vous. Sachez cependant qu'un pelage remarquable demande un entretien contraignant et régulier. Alors si vous ne vous sentez pas le courage d'assumer quotidiennement cette tâche, pensez poils courts. Que prendre, un mâle ou une femelle? Très honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque 80% de la population féline est neutre, c'est-à-dire qu'on a castré soit les mâles, soit les femelles. Cependant, les mâles peuvent quelquefois garder en mémoire de vieux souvenirs et peuvent encore vaporiser un petit peu d'urine sur le bas de vos rideaux ou sur vos moquettes lorsqu'ils sentent qu'il y a des femelles en chaleur à l'extérieur. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'une femelle sera plus agréable, mais à condition qu'elle soit opérée, parce que les chaleurs d'une femelle en appartement, c'est pas très facile à supporter, ça fait énormément de bruit et ça porte relativement sur les nerfs. Mâle ou femelle? Il n'y a pas de grande différence. La femelle est réputée plus douce, mais un mâle peut également se révéler un charmant compagnon. Bien que très indépendant et moins volumineux que le chien, petit ou grand, il ne faut pas oublier que vous devrez prendre le relais de sa mère, lui assurer sa nourriture, sa toilette et lui donner la tendresse dont il a besoin. Et si vous hésitez encore sur le choix de votre chaton, vous pouvez vous renseigner auprès d'organismes tels que la Fédération internationale féline, le Cat Club de France ou les clubs de race. Ils seront à même de vous conseiller et de vous communiquer la liste des portées disponibles.
Le développement comportemental est le même pour toute l'espèce féline. Celui-ci est lié au développement de son appareil locomoteur. Le comportement du chat est assez particulier. Il est dérivé du comportement des grands félins. Il y a exactement le même comportement entre un lion et un jeune chat. Lorsque les chatons naissent, ce sont encore des post-embryons, c'est-à-dire qu'ils sont sourds, ils ont les paupières soudées. Et en fait, ils ne se repèrent dans leur environnement proche que par rapport à leur mère. Le chaton, dès la naissance, possède les sensibilités thermiques et gustatives qui lui permettent de rechercher le contact de la mère et de discerner le goût du lait maternel de toute autre substance. Durant les 3 premières semaines de sa vie, le chaton dort 90% du temps. Il ne se réveille que pour téter. Mais la chatte n'a pas que la tétée à assurer. Il faut encore lécher, toiletter et garder toujours propre l'arrière-train de ses petits. Des soins précis qu'elle va prodiguer jusqu'à l'âge de 5 semaines afin de stimuler la miction et la défécation. Selon les comportementalistes, ce geste ne représente pas qu'une simple exigence physiologique. La mère inculque ainsi au chaton la notion de propreté et les principes d'éducation à la vie sociale. Le léchage apparaît alors comme un moyen de communication entre la mère et son bébé, ainsi qu'entre le bébé chat et ses frères et sœurs. Et puis petit à petit, au 12e, 13e jour, les yeux commencent à s'ouvrir. Et au même moment, on constate qu'ils commencent à se déplacer tout seuls. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'écartent de 20-30 cm de leur mère en rampant. Très vite, l'animal se déplace plus facilement. Dès le 17e jour, le chaton commence à entendre. À partir de 3-4 semaines, il a atteint le rythme de l'adulte. Ses activités se diversifient car les périodes d'éveil s'allongent. Elles représentent 40% du temps. À cet âge, les comportements sociaux évoluent de pair avec les organes des sens. On peut alors parler de communication tactile, léchage mutuel et recherche du contact corporel. Les chatons tètent pendant 4 semaines, au bout desquelles la mère commence à lui proposer des petits morceaux de viande ou d'autres aliments, ou l'emmène lorsqu'elle est chez vous, elle l'emmène à l'assiette pour lui montrer qu'on peut manger autre chose que de téter du lait. Et c'est là que vers 5 semaines, à peu près 6 semaines, l'éducation à proprement parler commence. Alors l'éducation, elle est amusante chez le chat puisqu'elle est ludique. Le chat apprend tout ce qui peut lui servir dans la vie en jouant avec sa mère et en jouant avec ses frères et sœurs. Le premier jeu, c'est en jouant avec la queue de sa mère. Il développe son adresse à attraper quelque chose. Ensuite, il apprend les différents comportements pour intimider ses adversaires, c'est-à-dire qu'il se met de côté, qu'il se dirige comme ça vers ses frères et sœurs en levant sa queue, en la mettant en plumeau bien grosse, en faisant horripiler tous ses poils. Comme ça, il paraît énorme par rapport à ce qu'il est en fait. Et il fait très très peur aux autres. Et ça, c'est en jouant qu'il l'apprend. Et puis, il y a toutes les postures d'affût, de guet, où vous pouvez voir un petit chat caché dans le coin d'un canapé et qui attend que son petit frère passe pour lui sauter dessus. Enfin, c'est exactement comme ça qu'ils chasseront plus tard. C'est comme ça aussi qu'il l'attrapera, qu'il fera cette prise au niveau du cou qui est tout à fait classique dans l'espèce féline, et qu'il essaiera même de le secouer un petit peu comme s'il voulait tuer une souris. Et puis le petit frère va se laisser faire, et puis la fois d'après, c'est lui qui exercera ses talents de la sorte. Votre chaton aura le monde à découvrir. C'est ce que l'on appelle la période de socialisation. Il va tout explorer avec les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Bagarre, cabriole, course folle, il fait tout simplement l'apprentissage de la vie. Apprendre à guetter, poursuivre, lutter ou encore tendre des pièges et des proies imaginaires, c'est pour le chaton une façon d'appréhender le monde, reconnaître des objets se situer dans l'espace, ainsi qu'un moyen d'acquérir des qualités d'adresse et de sociabilité. Toutes ces attitudes sont innées, il s'agit de techniques de chasse et de combat qu'il utilisera tout au long de son existence. L'éleveur joue également un rôle important dans l'éducation du chaton en lui faisant découvrir un monde qui sera le sien puisqu'il est voué à devenir un chat de compagnie, l'habituer à l'homme en le manipulant et aux autres animaux.
Nous préparons ainsi une bonne socialisation. Lorsque vous désirez acquérir un chaton, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Aller chez un éleveur de la race choisie ou simplement avoir un coup de cœur lors d'une exposition féline. Vous pouvez également vous renseigner auprès de la Société protectrice des animaux qui vous propose un grand nombre de chats de tous âges. Par l'intermédiaire de petites annonces, les propriétaires vous proposent aussi en général des chatons bien socialisés. Quel que soit son statut professionnel ou particulier, n'oubliez pas qu'il doit être avant tout un bon conseiller plutôt qu'un vendeur. On a différentes possibilités. Nous-mêmes avons une espèce de carnet mondain des différentes portées qui sont nées dans notre clientèle. Nous aimons beaucoup placer ces petits chats-là parce que ce sont des petits chats bien sains qui sont nés dans des familles, qui ont été dorlotées, qui ont été bien nourris, qui ont été vaccinés en temps et en heure. Si on veut un chat de race, on s'adresse aux éleveurs. On est sûr, lorsque ces éleveurs sont des éleveurs connus et sérieux, d'avoir un animal en pleine santé et disposant de toutes les caractéristiques inhérentes à sa race. Ça, c'est assez important parce que lorsque vous achetez un chat de race, vous savez que vous allez acheter par exemple un bon gros persan bien calme qui va vous faire des ronrons au coin du feu, gentiment, et qui ne fera pas trop ses griffes sur votre canapé. Si vous achetez un oriental, il faut vous attendre à un petit peu plus de sport, c'est beaucoup plus vivant. Au sein d'une même portée, vous trouverez des différences très sensibles. Alors, lequel choisir ? Le plus tranquille, le plus rapide, le plus costaud, le plus fragile, le plus téméraire ? L'éleveur qui aura déjà jugé le caractère de ses chatons saura vous conseiller en fonction de votre mode de vie. En règle générale, c'est sûr qu'il vaut mieux acquérir un petit chat. L'âge légal se situe à 3 mois. C'est déjà presque un petit peu tard. Bon, c'est sûr que pour faire tatouer un chat, il vaut mieux attendre à peu près 3 mois parce que les oreilles sont bien petites avant. Mais 2 mois est un âge tout à fait correct pour prendre un chaton. Tout d'abord parce qu'il est sorti de sa petite enfance, il est déjà bien débrouillé, il est sevré. On peut à 2 mois l'avoir déjà vacciné puisque le premier vaccin se fait à l'âge de 7 semaines, on peut l'avoir testé. Donc vous avez déjà une certaine sécurité à ce niveau-là. Quand vous irez chercher votre jeune compagnon, il y a différents points sur lesquels il va falloir vous attarder. Il va tout d'abord falloir regarder son aspect général. Il ne doit pas avoir le ventre ballonné et il ne doit pas être maigre avec une très grosse tête. Maigre avec une très grosse tête, ça signifie rachitique. Le ventre ballonné, ça signifie parasité. Vous devrez faire attention également à l'état du poil. Le poil doit être soyeux, chaque poil doit être séparé de son voisin. On ne doit pas avoir de petits picots, ce qu'on appelle un poil piqué. Le poil piqué est primo signe de mauvaise santé en règle générale. Et deuxièmement, il est très souvent synonyme d'ectoparasitose, c'est-à-dire qu'il révèle souvent que le petit chat a des puces. Cela dit, ne vous attardez pas trop sur le problème des puces, ça n'a jamais tué un chat. Et il est rare qu'un chat n'ait jamais de puces, c'est même quelque chose d'exceptionnel. Donc à la limite, si vous trouvez un très très beau chaton avec 2 puces, vous pouvez le prendre et adopter les 2 puces en même temps que lui. Et au niveau de la tête, il y a des choses auxquelles il faudra faire très très attention, ce sont les yeux et les narines. Vérifiez bien qu'il n'y a aucun écoulement par les narines et qu'il n'y a pas de conjonctivite, c'est-à-dire que les yeux ne sont pas tout rouges, voire collés, comme cela arrive quelquefois, parce que dans ces cas-là, c'est le signe du redoutable coryza des chats, qui n'est pas très très grave lorsqu'il atteint un adulte, mais qui peut tuer un chaton sans aucun problème. Et puis bon, un conseil qui est classique, réservez votre adoption jusqu'au moment où vous avez pu montrer le petit chat à un vétérinaire, c'est quand même plus sûr. Il vaut mieux, je sais que quelquefois c'est très très dur, mais il vaut mieux ne pas adopter un chat qui va vous apporter des chagrins immenses et en adopter un qui est en bonne santé. C'est quand même pour vous-même comme pour vos enfants, votre entourage, beaucoup plus agréable.
Lors de l'acquisition, l'éleveur vous fournira plusieurs documents. Il vous remettra le pédigré de votre chaton. Le pédigré représente sa carte d'identité. Il y est indiqué son nom, son sexe, sa date de naissance, sa race, sa couleur, ainsi que ses ascendants. Il vous remettra également son carnet de vaccination signé par un vétérinaire. Votre futur chaton doit déjà être vacciné contre le typhus, le coryza et avoir été soumis à un test de séronégativité à la leucose. Certains chatons auront été vaccinés contre la rage selon les régions infestées. Ensuite, il vous remettra le certificat de vente qui atteste que le chat vous appartient. Ce formulaire doit être signé par les deux parties et retourné au club de race auquel l'éleveur est affilié. Issus de chats de noble lignée ou non, tous partagent la malice d'un Ramina Grobis. Son cadre de vie va totalement changer. Aussi assurez-vous que tout soit prêt dès son arrivée afin qu'il ne soit pas trop dépaysé et qu'il se sente déjà chez lui. Il est important que votre chaton ait un lieu où il puisse s'adonner en toute quiétude à son passe-temps favori, dormir. Quand vous amenez le chaton à la maison, il faut commencer par lui faire voir, lui faire visiter la maison tranquillement avec vous, qu'il ne soit pas affolé par la grandeur. Il faut qu'il se sente bien chez lui. Montrez-lui éventuellement la première fois, vous lui montrez la boîte pour faire ses besoins. Dans les premières journées, il vaut mieux le laisser dans la pièce où il a sa boîte, de façon à ce qu'il s'habitue bien. Puis après, quel que soit l'endroit de la maison où il sera, il viendra directement, qu'il n'y a pas de problème. Pour le faire manger, de toute façon, au début, les premiers jours, ils sont un petit peu dépaysés. Et puis après, une question d'adaptation. Mais ça fait, quand ils sont petits, quand ils ont 2 mois et demi, 3 mois, en fait, l'adaptation se fait pratiquement instantanément. Comme pour un chiot, le maître doit intervenir dans l'éducation de son chaton. Le chat exige plus de patience et de compréhension car sa réaction au commandement n'est pas la même. Un jeune chat est malléable. Il suffit de lui inculquer de bonnes habitudes dès son plus jeune âge pour que celle-ci fasse partie de ses attitudes. Dans tous les cas, il est inutile de le corriger, il ne comprendrait pas. Si votre chat est voué à vivre en appartement, soyez prêt à subir quelques désagréments. Votre petit compagnon risque de faire ses griffes sur vos tapis et rideaux, par exemple. Afin de pallier à ce problème, il existe des cartons à gratter ou des arbres à chat. Votre petit chat se fera un plaisir de l'essayer. Intrépide et très curieux, il va, avec ou sans vous, faire le tour du propriétaire. Le chaton, qui ne pense qu'à s'amuser, ignore tous des dangers qui le menacent. Attention aux fenêtres ouvertes, aux parties de cache-cache derrière le réfrigérateur et aux objets pointus traînant sur le sol ou sur un meuble. Après avoir échappé à tous ces pièges, il aura peut-être la bonne idée d'aller taquiner vos belles plantes d'intérieur. Et là, attention, certaines plantes sont nocives. Pour éviter ces incidents, proposez-lui de l'herbe à chat qui lui fera oublier toutes les autres. Le chat est un animal qui aime jouer. Cela s'explique par le fait que le jeu est une activité qui se rapproche de la chasse. Le jeu est nécessaire à son bon équilibre, surtout s'il n'a pas la possibilité de sortir. Lorsqu'il est seul avec les humains, il prend un réel plaisir à jouer avec eux. Mis en contact très jeune avec eux, votre chaton s'habituera très bien à la présence d'autres animaux. Vous serez certainement amené à sortir votre chaton pour aller chez le vétérinaire ou partir en vacances. Vous pouvez alors l'habituer à porter un collier muni d'une laisse ou à voyager dans une boîte de transport étudiée à cet effet. En dehors de ces déplacements, il est fort déconseillé de laisser un collier à un chat, qu'il vive en appartement ou à l'extérieur, car il pourrait s'étrangler s'il s'accrochait quelque part. C'est donc à vous maintenant de prendre le relais, sachant que l'éducation passe avant tout par le respect de votre animal. Pour cela, vous avez de longues années pour apprendre à le connaître.
Dans la semaine qui suit l'acquisition du chaton, il est souhaitable de se rendre chez un vétérinaire pour procéder à la visite d'achat. Il vérifiera que votre petit compagnon n'a aucune tare génétique qui pourrait alors justifier une annulation de vente. Comme tout animal civilisé, le chat a ce qu'on peut appeler une vie sanitaire. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 7 semaines, on peut le vacciner. Alors je ne saurais trop vous conseiller à ce moment-là de le faire tester pour savoir s'il est atteint ou non de leucose. S'il n'est pas atteint de leucose, faites-le vacciner. Donc dans un premier temps, à 7 semaines, vous faites vacciner votre chat contre ce qu'on appelle le typhus, la panleucopénie infectieuse, contre la rhinotrachéite infectieuse du chat ou coryza, contre la leucose. Vous faites pratiquer un rappel de toutes ces maladies 3 semaines à 1 mois plus tard. Et à l'âge de 3 mois, vous le faites vacciner contre la rage, puisque légalement, on n'a pas le droit de vacciner les chats contre la rage avant l'âge de 3 mois. Reste l'épineux problème du tatouage. Le tatouage est une chose qui est obligatoire dans les départements infestés de rage, ainsi que la vaccination contre la rage. Cependant, tatouer un chaton de 2 mois, ça pose quelquefois de gros problèmes. Donc on a 2 positions à cet égard. Soit on les tatoue vers 3 mois, et voire un peu plus quand les oreilles présentent une taille suffisante pour qu'on puisse y effectuer un tatouage. Soit on attend la fameuse opération qu'on peut faire effectuer à partir de 7 à 8 mois pour profiter de l'anesthésie en fait. Selon le mode de vie auquel votre chat est destiné, vous avez le choix de le faire stériliser ou non. Si votre chat, mâle ou femelle, est voué à vivre en intérieur, il n'est pas forcément nécessaire de l'opérer, si ce n'est pour vous éviter quelques désagréments en période de chaleur ou de rut. Si vous ne souhaitez pas que votre animal vivant en extérieur se reproduise, il est indispensable de procéder à une stérilisation. Ceci est également valable pour un mâle afin qu'il ne puisse procréer ailleurs et engendrer un grand nombre de chatons non désirés. Alors au niveau des vermifuges, il est certain que les chats, les chatons notamment, peuvent être parasités. Ils peuvent être parasités tout jeunes par les ascaris, qui leur sont souvent transmis directement par leur mère par voie transplacentaire. Et puis ils peuvent plus tard être parasités par le fameux Dipylidium caninum. Lorsque vous observez chez votre chat des petits grains de riz séchés autour de l'anus, en fait il s'agit d'anneaux de Dipylidium caninum qui ont séché sur les marges de l'anus. C'est quelque chose d'excessivement courant et le mode de transmission est assez amusant puisque c'est le chat qui attrape ce ténia en mangeant ses puces. C'est pas très dangereux, mais il est certain qu'il n'est pas utile de laisser un ténia se développer chez votre chat. En conséquence de quoi, lorsque vous constatez ce type de symptômes, il est tout à fait utile de le vermifuger 3 fois à 1 mois d'intervalle. Sinon, en entretien courant pour un chat vivant à la maison et ne sortant pas trop, 1 fois par an, c'est tout à fait suffisant. Si vous avez un chat qui se promène, et qui va à droite ou à gauche et qui va peut-être faire un petit peu les fonds de poubelle, vous pouvez tout à fait le vermifuger 2 fois par an, c'est tout à fait raisonnable. Les principales maladies virales du chat sont le typhus, le coryza du chat, et puis 2 autres maladies, le sida du chat, ou FIV, et la leucémie du chat, ou FILV. Le typhus du chat est caractérisé par une maladie aiguë. L'animal est excessivement abattu, il a de la diarrhée, il a des vomissements. Malheureusement, un chat qui présente des signes de typhus est un chat qu'il est très difficile de soigner. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il est facile de prévenir cette maladie par la vaccination. Le coryza du chat est une maladie qui est un petit peu plus embêtante. Les signes cliniques se traduisent par des écoulements oculaires, par des écoulements nasaux et par une inflammation de la bouche, de la gorge et de la trachée. Donc l'animal éternue, l'animal tousse. Dans certains cas, elle peut être compliquée par des infections bactériennes. Dans ce cas, il est important de consulter votre vétérinaire qui prescrira des antibiotiques pour empêcher que cette infection supplémentaire devienne trop importante. La vaccination existe, mais malheureusement, elle n'est pas aussi efficace que dans le cas du typhus du chat. Le vaccin permet simplement de réduire l'intensité des signes cliniques.
Le virus du sida du chat, ou aussi appelé FIV, se caractérise, comme chez l'humain, par une déficience immunitaire. Et les signes cliniques principaux que l'on va retrouver chez les chats qui souffrent de cette immunodéficience sont des inflammations de la bouche qu'on n'arrive pas à soigner, des infections urinaires à répétition. Ce sont aussi des chats qui ont tendance, quand les signes cliniques arrivent, à devenir maigres, à avoir de la diarrhée, à vomir et à être en très mauvais état général. Heureusement pour nous les hommes, les virus se caractérisent par une très grande spécificité, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas facilement d'une espèce à l'autre. Il n'y a aucun problème entre le chat et l'homme. Donc vous ne pouvez pas avoir le moindre risque d'infection par un rétrovirus du chat qui provoquerait une infection chez l'humain. Le sida du chat se communique entre les animaux principalement par les morsures. Donc ce sont des chats qui ont tendance à aller se promener, tendance à se bagarrer, qui auront le plus de chances d'attraper cette maladie. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour prévenir cette maladie. Le virus de la leucémie féline, comme son nom l'indique, se traduit surtout par des anomalies, des lignes sanguines blanches. Et donc, ce sont des chats qui ont tendance à faire des tumeurs des cellules sanguines, qui ont aussi tendance à faire des tumeurs dans de leurs organes, comme dans le rein, dans l'intestin. Le virus est transmis par contact direct avec la salive, avec les urines d'un chat infecté. Il y a un vaccin qui montre une certaine efficacité. Et donc ce vaccin pour la leucémie du chat est recommandé pour des animaux qui sont laissés en liberté ou pour les animaux qui sont en présence d'autres animaux infectés. La toxoplasmose est une maladie qui est due à un petit micro-organisme dont le chat est un réservoir, mais qui peut contaminer les hommes, qui peut contaminer les chiens et contaminer de nombreuses autres espèces telles que les bovins et les porcs. Chez les chats, cet micro-organisme a provoqué une maladie qui est la plupart du temps très limitée. En général, ça va se traduire par une petite diarrhée et la plupart des propriétaires ne s'en rendront même pas compte. Cette maladie arrive en général chez les chatons très jeunes et le cycle de ce micro-organisme est tel qu'il va libérer contaminants dans ces matières fécales. Le problème de la toxoplasmose est surtout pour la femme enceinte, parce que si une femme enceinte est infectée par le micro-organisme de la toxoplasmose, cela peut entraîner chez son fœtus des malformations, ça peut aussi entraîner chez elle des avortements. Il est recommandé à une femme enceinte d'éviter d'acheter des nouveaux chatons, qu'elle nettoie les litières des chats, si elle jamais manipule un chat, de se laver les mains de telle sorte à ne pas porter à la bouche les micro-organismes qu'elle aura pu mettre sur ses mains en caressant l'animal. Le développement sexuel chez le chat intervient entre 5 et 9 mois. Les premières chaleurs chez la chatte peuvent survenir vers 4 à 8 mois avec des variations selon la race et le climat. Cependant, il est dangereux pour elle d'être saillie dès ses premières chaleurs. L'âge d'1 an est plus raisonnable, l'animal ayant atteint son plein développement. La chatte peut avoir jusqu'à 5 chatons par portée et ce plusieurs fois par an. Le chat castré change en général de comportement. Il devient plus doux, plus affectueux et attaché à son foyer dont il s'éloigne moins qu'un chat entier. Aussi, son urine perd l'odeur forte provoquée par les hormones. Il existe cependant le risque de voir votre chat prendre du poids. Après tous ces conseils avisés, il ne faut pas oublier que le vétérinaire n'est pas le dernier recours à consulter en cas de maladie. Il saura être votre partenaire qui vous donnera de nombreux conseils pour vivre en harmonie avec votre chat. Un autre volet de la prévention médicale chez le chaton est l'alimentation. Celle-ci est fondamentale car elle va conditionner son état de santé à l'âge adulte. Le chat, à la différence du chien, est un vrai carnivore, c'est-à-dire qu'il a besoin de produits animaux dans son alimentation. On ne peut pas faire une alimentation exclusivement végétale. Le chat ne peut pas être nourri d'un régime végétarien. L'autre point qui est important à dire, c'est que on ne peut pas nourrir, puisque le chat est un vrai carnivore, on ne peut pas employer des aliments pour chiens pour nourrir un chat. Durant les 3 à 4 premières semaines de sa vie, le chaton reçoit tous les aliments dont il a besoin grâce à son lait maternel. Dans certaines circonstances, la chatte n'est pas capable de produire assez de lait. Dans ce cas-là, il est conseillé de donner ce qu'on appelle des laits de substitution, qui sont de laits qui ont été spécialement formulés pour l'alimentation du chat et que vous pouvez trouver
chez votre vétérinaire ou en pharmacie ou encore dans les magasins spécialisés dans l'alimentation du chien et du chat. Après 3 ou 4 semaines, il est bien d'introduire des aliments solides. Au départ, on mélange ou bien des croquettes ou bien de la boîte avec un petit peu d'eau, avec un petit peu de lait pour faire une bouillie. Et on encourage les chatons à y toucher, par exemple en séparant un peu la mère de ces chatons, de telle sorte que les chatons aient faim. Et progressivement, cette alimentation extérieure devient de plus en plus importante. Et vers l'âge de 7 à 8 semaines, on peut facilement séparer complètement les chatons de leur mère. Et à ce moment-là, ils sont sevrés. Le régime entre le chaton et le chat est beaucoup moins, le chat adulte est beaucoup moins différent que les différences que l'on peut observer entre le chiot et le chien, par exemple. Tout au long de sa vie, le chat a des besoins très importants en protéines. Les grosses différences sont dues à une différence de ce qu'on appelle la densité énergétique, c'est-à-dire la concentration en matière grasse. Vous savez sans doute que plus il y a de matière grasse dans un aliment, plus un aliment est riche, et les chatons ont besoin de plus d'énergie qu'un chat adulte. Les chats, en général, ne sont quand même pas des animaux qui sont excessivement actifs, mais on peut quand même faire une différence entre certains animaux qui ont tendance à sortir beaucoup plus, à aller se promener beaucoup plus, et ces animaux ont des besoins énergétiques un peu plus importants. Il est donc important d'adapter les quantités d'aliments qui sont offerts à l'animal de telle sorte à maintenir un poids optimum, de telle sorte que l'animal ne devienne pas obèse. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Chaque propriétaire de chat doit adapter les quantités données à son chat parce que, dépendant d'un animal à un autre, ses besoins peuvent varier considérablement. D'un autre côté, les chats qui ont été castrés ou les chats qui ont été ovariectomisés, ce qui veut dire qu'on les a opérés pour qu'ils ne puissent plus avoir de jeunes, ont tendance à gagner du poids. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore très bien compris pourquoi ces animaux gagnaient du poids après de telles opérations, mais c'est une observation que tous les vétérinaires et tous les propriétaires ont fait. Et il est donc important de réduire les quantités qui sont distribuées à ces animaux. Il y a deux façons principales de nourrir vos chats. Premièrement, les nourrir une alimentation industrielle. Deuxièmement, les nourrir une alimentation ménagère. Le problème quand vous leur donnez une alimentation ménagère, c'est-à-dire des aliments que vous préparez vous-même, c'est qu'il est assez compliqué de faire des rations complètes et équilibrées. C'est pour cela que la plupart des vétérinaires et des nutritionnistes vous recommandent d'employer des aliments industriels. Dans les aliments industriels, on distingue principalement deux catégories, les aliments en boîte et les aliments déshydratés qui se distribuent sous forme de croquettes. Les aliments en boîte se caractérisent par le fait qu'ils contiennent 80% d'eau et 20% de substances nutritives. Ces produits coûtent assez cher pour la quantité de nutriments que vous fournissez à votre animal. Les aliments secs contiennent 90% de nutriments et 10% d'eau. Les progrès des dernières années dans la préparation de ces croquettes a fait que les chats maintenant aiment beaucoup aussi ces croquettes et qu'il n'y a pas de problème de l'appétence. Il est aussi possible de les laisser dans un bol pendant plusieurs journées sans que ces aliments ne deviennent mauvais, et donc l'animal est capable d'aller régulièrement dans son bol, prendre les croquettes dont il a besoin et se nourrir ainsi. Les chats qui sont nourris avec des aliments secs ont besoin d'eau. On estime que les besoins en eau du chat sont d'à peu près 40 ml par kilo de poids vif par jour. Il est donc important de toujours laisser un bol d'eau fraîche près du bol d'aliments secs. Certains chats n'apprécient que de boire de l'eau fraîche, donc il est important de renouveler cette eau régulièrement. Un aliment qu'il faut éviter de donner au chat, c'est du foie. Le problème du foie, c'est qu'il a une concentration très importante en vitamine A, et que ces concentrations importantes en vitamine A peuvent causer des intoxications. Un autre aliment qu'on distribue généralement aux chats et pourtant qui n'est pas nécessairement bon pour Louis, c'est le lait. Les chatons n'ont aucun problème à digérer le lait, mais les chats adultes perdent cette capacité à digérer les sucres qui sont dans le lait et qui s'appelle le lactose. Un dernier aliment qui n'est pas recommandé, c'est le poisson cru. Il y a un facteur antinutritionnel qu'on appelle une
vitamine B1. Et si vous donnez à votre chat du poisson cru, il va devenir déficient en cette vitamine B. Les principales maladies qui sont associées à l'alimentation chez les chats sont d'abord l'obésité, je vous en ai déjà beaucoup parlé, et l'obésité chez le chat peut aussi provoquer le diabète, donc on a tout intérêt à empêcher que son animal devienne obèse. La façon de faire ça, c'est de distribuer des régimes qui ne sont pas trop denses en énergie et donc dont la proportion de matière grasse est la plus basse possible. Si votre chat ne tolère pas des aliments qui sont bas en matière grasse, eh bien, il faut distribuer des quantités limitées d'un régime qui est un peu plus riche. La deuxième qui peut être associée à l'alimentation, c'est la constipation. Une façon d'aller à l'encontre de ces problèmes, c'est d'augmenter la proportion de fibres dans l'aliment, et je vous recommande pour ça de consulter votre vétérinaire. La troisième maladie dont vous entendrez certainement parler en étant propriétaire de chat, c'est ce qu'on appelle les calculs urinaires. Il est facile d'empêcher la formation de ces calculs en distribuant un aliment qui était spécialement formulé pour rendre l'urine acide. De plus, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, il est très important de distribuer aux animaux une quantité importante d'eau fraîche, de telle sorte que le chat boive le plus possible et qu'il ait une urine la moins concentrée possible. Les chats sont dits néophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment les aliments nouveaux. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils ont besoin d'une alimentation variée. Votre compagnon sera heureux et en bonne santé à condition que sa ration soit toujours bien équilibrée et complète. De la naissance à l'âge adulte, le chat fait sa toilette plusieurs fois par jour. Ce rituel d'auto-toilettage se compose de plusieurs gestes bien précis que l'on retrouve chez toute la gente féline. Le chat passe son corps au peigne fin. Une fois la séance terminée, votre chat va encore trouver un prétexte pour se lécher encore et encore. Ce rituel a cependant des limites. Vous serez amené à prodiguer quelques soins pour son hygiène et son bien-être. Donc les chats sont essentiellement des animaux qui ont tendance à garder leur pelage très propre. J'ai un chat qui ne prend plus soin de son pelage, est en général un chat malade, donc je vous recommande de l'emmener chez votre vétérinaire au plus vite. Il y a très peu d'entretien avec un chat. Ce n'est pas toujours le cas avec les races de chats qui ont des poils longs, et donc il est recommandé pour ces races à poils longs de les brosser régulièrement. Surtout à la période de la mue, quand l'animal pourrait ingérer des quantités excessives de poils et qui provoqueraient des boules de poils que l'animal vomirait ensuite. Afin d'avoir un beau chat, il est conseillé de le brosser régulièrement avec un peigne et une étrille afin d'ôter les bourres de poils et lui conserver une robe brillante. Les yeux du chat coulent rarement. Cependant, il est souhaitable de les nettoyer à l'aide d'un sérum physiologique afin d'éliminer d'éventuelles saletés. Nettoyez de temps en temps les conduits auditifs de votre chat avec un coton imbibé d'un produit huileux réservé à cet effet. Votre vétérinaire pourra vous conseiller. Entre 4 et 7 mois, la dentition définitive du chaton se met en place. Il convient de veiller à ce qu'elle reste saine. On voit souvent se développer du tartre sur les dents du chat en raison de son alimentation qui se compose en majorité de produits mous. En prévention, alternez la prise d'aliments mous avec des aliments secs pour l'obliger à mastiquer. En complément, votre vétérinaire pourra procéder à un détartrage. En principe, le chat use ses griffes par lui-même, surtout s'il vit en extérieur. En appartement, il sera souhaitable de lui fournir un arbre à chat pour éviter qu'il fasse ses griffes sur vos murs. Si cela ne suffit pas, vous pourrez les lui couper à l'aide d'un coupe-ongle en faisant attention de ne pas le blesser.
Le problème de la puce, c'est qu'elle vit 90% en dehors du chat. Et donc un traitement de l'animal uniquement n'est pas suffisant. Il est important de traiter l'animal avec un collier antipuce, mais il existe des sprays ou des substances que l'on met entre les omoplates qui sont en général un peu plus efficaces. Il est important de traiter l'environnement à l'intérieur de la maison dans lequel l'animal va se coucher. Et finalement, il est aussi important, surtout dans les régions chaudes, à traiter le milieu extérieur parce que les puces peuvent très bien vivre dans les herbes et dans les buissons. Si votre chat doit participer à des expositions, un toilettage plus complet est conseillé. Le bain doit rester une exception sauf pour les sujets de concours. En aucun cas, vous ne devez baigner un chaton. Pour participer à une exposition, un chat doit être inscrit dans un livre d'origine, LOF ou RIEX, le RIEX étant le registre expérimental. Dans le cas où un chat n'est pas inscrit dans un livre, pour une raison ou pour une autre, soit parce que c'est un chat trouvé, soit parce qu'il a été recueilli dans un refuge, soit parce que les propriétaires n'ont pas fait le nécessaire, il y a toujours la possibilité d'inscrire le chat dans la classe novice. Il faudra que le chat soit vu par 2 juges qui lui donneront, ou pas bien entendu, le qualificatif excellent et indiqueront la race dans laquelle il doit concourir. Le chat pourra être inscrit dans un livre sans filiation, bien entendu, puisqu'il n'en a pas, mais il sera inscrit donc pour les générations futures. Mais dans le cas où le chat, donc à l'inverse, est inscrit dans un livre d'origine, il pourra concourir à partir de l'âge de 3 mois ou 4 mois. Ce qui fait la différence, c'est le vaccin antirabique. En France, on ne peut pas vacciner un chat avant l'âge de 3 mois. Pour être valable, le vaccin antirabique doit avoir été fait depuis 1 mois. Il y a plusieurs classes. La classe de 3 à 6 mois, puis la classe de 6 à 10 mois, et ensuite la classe ouverte. En arrivant à l'exposition, le chat devra subir un contrôle vétérinaire très strict. Seront vérifiés évidemment les carnets de vaccination, les tatouages, qui maintenant est obligatoire partout en France. Il est évident qu'au moment de participer à une exposition, vous aurez, vous, quelques petites choses à faire. Mettre le chat dans le meilleur état possible, c'est-à-dire au mieux de sa forme. Qu'il soit bien toiletté, qu'il n'ait pas la moindre puce, parce que les puces sont aussi un problème disqualificatoire. Il aura été inscrit dans une classe qui correspond à son standard, et donc selon son âge, le chat va concourir.
tout est examiné en détail par chaque juge. Depuis la position des oreilles, la bouche, la dentition, la queue, le sternum. Ensuite, le juge va faire une sélection pour tous les, par exemple, le persan bleu qu'il aura vu ou tous les abyssins qu'il aura vus. Il va désigner le meilleur de cette race, bon, celui qui lui semble correspondre le plus aux standards définis par la Fédération internationale. Les chats donc sont jugés d'après les standards. Un standard est établi pour chaque race par la Fédération internationale. Et dans toutes les expos qui se pratiquent en France ou à l'étranger, que ce soit au Brésil, en Argentine, en Belgique ou en Suisse, le même standard est appliqué. Donc si vous avez l'intention de faire des concours avec votre petit chaton, il faudra vous inscrire à un club, lequel club vous enverra régulièrement ou sur votre demande tout le calendrier des expositions prévues dans les quelques mois à venir. Il faudra prévoir évidemment qu'il soit entièrement vacciné et tatoué avant de vous inscrire. Une exposition vous intéresse, renseignez-vous donc auprès du club auquel vous vous êtes affilié depuis. Et on vous donnera à ce moment-là toute la marche à suivre. Chacun chez soi, c'est ce que le chat s'efforce de rappeler à ses congénères en marquant son territoire. S'il est solitaire, le chat n'en est pas pour autant asocial. Lorsque les chats vivent en groupe, une hiérarchie s'instaure du plus dominant au plus puissant jusqu'au plus faible. Si vous êtes occupé ou souvent absent, et si vous lui laissez toute liberté, vous découvrirez peut-être rapidement qu'il a 2 foyers. Empreint d'une grande curiosité, il aime aller voir ce qui se passe chez son voisin. Chez tout chat adulte se retrouve le comportement du chaton. Même à un âge avancé, il garde un temps pour le jeu et a toujours son quart d'heure de folâterie. Son activité ludique n'a rien de futile, c'est un signe de bon équilibre. N'oubliez pas que c'est en jouant que le chat apprend la vie. Toutes ces attitudes sont innées. Elles ne diffèrent pas du comportement qu'il adopte en matière de défense du territoire ou lorsqu'il chasse. À la maison, c'est un gros chaton câlin, mais dès qu'il est dehors, il redevient indépendant. Le meilleur moyen de gagner la véritable affection d'un chat est de le laisser mener sa vie à sa façon. Il n'est pas paradoxal d'avoir un chat en appartement, car ce félin est suffisamment subtil pour s'adapter et conserver en toutes circonstances sa double vie. Tantôt placide, tantôt expansif, il s'est passé du confort d'un fauteuil à la vie d'un chat sauvage et de la tendresse de son maître au bonheur d'être seul.
Un pelage remarquable demande un entretien contraignant et régulier. Alors si vous ne vous sentez pas le courage d'assumer quotidiennement cette tâche, pensez poil court. Que prendre, un mâle ou une femelle? Très honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque 80% de la population féline est neutre, c'est-à-dire qu'on a castré soit les mâles, soit les femelles. Cependant, les mâles peuvent quelquefois garder en mémoire de vieux souvenirs et peuvent encore vaporiser un petit peu d'urine sur le bas de vos rideaux ou sur vos moquettes lorsqu'ils sentent qu'il y a des femelles en chaleur à l'extérieur. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'une femelle sera plus agréable, mais à condition qu'elle soit opérée, parce que les chaleurs d'une femelle en appartement, c'est pas très facile à supporter, ça fait énormément de bruit et ça porte relativement sur les nerfs. Mâle ou femelle, il n'y a pas de grande différence. La femelle est réputée plus douce, mais un mâle peut également se révéler un charmant compagnon. Bien que très indépendant et moins volumineux que le chien, petit ou grand, il ne faut pas oublier que vous devrez prendre le relais de sa mère, lui assurer sa nourriture, sa toilette et lui donner la tendresse dont il a besoin. Et si vous hésitez encore sur le choix de votre chaton, vous pouvez vous renseigner auprès d'organismes tels que la Fédération internationale féline, le Cat Club de France ou les clubs de race. Ils seront à même de vous conseiller et de vous communiquer la liste des portées disponibles. Le développement comportemental est le même pour toute l'espèce féline. Celui-ci est lié au développement de son appareil locomoteur. L'acquisition d'un chat nécessite un temps de réflexion. Il s'agit de se déterminer quant au sexe, l'âge et la race. Si on préfère une femelle câline et tendre à un mâle qui exigera sa liberté à la puberté. Si on a le courage d'élever un chaton plus turbulent qu'un adulte. Et si l'on a décidé d'opter pour un chat de noble lignée plutôt qu'un gouttière. Il faut donc, avant d'effectuer toute démarche, avoir décidé de la race que l'on préfère. Bien sûr, plusieurs critères sont à prendre en compte. Alors, chat de race ou chat de gouttière ? On a deux options lorsqu'on veut un chat. Prendre un chat de race commune, dite européenne, ou si on veut un chat de race, on s'adresse aux éleveurs. Un chat de race, c'est le produit d'un élevage de sélection qui a coûté beaucoup à l'éleveur dans l'achat des étalons et des femelles, qui a coûté beaucoup en soins divers, qui a coûté cher à l'éleveur en exposition, parce qu'il a été obligé d'aller glaner à droite ou à gauche des récompenses pour que ses reproducteurs soient reconnus. Il est évident qu'un tel chat n'est pas le chat de la rue et que c'est un chat qui coûte un certain prix. Désirez-vous un chat à poils longs, mi-longs, courts ou sans poils? Toutes ces variétés s'offrent à vous. Sachez cependant que le comportement du chat est assez particulier. Il est dérivé du comportement des grands félins. Il y a exactement le même comportement entre un lion et un jeune chat. Lorsque les chatons naissent, ce sont encore des post-embryons, c'est-à-dire qu'ils sont sourds, ils ont les paupières soudées. Et en fait, ils ne se repèrent dans leur environnement proche que par rapport à leur mère. le chaton, dès la naissance, possède les sensibilités thermiques et gustatives qui lui permettent de rechercher le contact de la mère et de discerner le goût du lait maternel de toute autre substance. Durant les 3 premières semaines de sa vie, le chaton dort 90% du temps. Il ne se réveille que pour téter. Mais la chatte n'a pas que la tétée à assurer. Il faut encore lécher, toiletter et garder toujours propre l'arrière-train de ses petits. Des soins précis qu'elle va prodiguer jusqu'à l'âge de 5 semaines afin de stimuler la miction et la défécation.
Selon les comportementalistes, ce geste ne représente pas qu'une simple exigence physiologique. La mère inculque ainsi au chaton la notion de propreté et les principes d'éducation à la vie sociale. Le léchage apparaît alors comme un moyen de communication entre la mère et son bébé, ainsi qu'entre le bébé chat et ses frères et sœurs. Et puis petit à petit, au 12e, 13e jour, les yeux commencent à s'ouvrir. Et au même moment, on constate qu'il commence à se déplacer tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'écartent de 20-30 cm de leur mère en rampant. Très vite, l'animal se déplace plus facilement. Dès le 17e jour, le chaton commence à entendre. À partir de 3-4 semaines, il a atteint le rythme de l'adulte. Ses activités se diversifient car les périodes d'éveil s'allongent. Elles représentent 40% du temps. À cet âge, les comportements sociaux évoluent de pair avec les organes des sens. On peut alors parler de communication tactile, léchage mutuel et recherche du contact corporel. Les chatons tètent pendant 4 semaines, au bout desquelles la mère commence à lui proposer des petits morceaux de viande ou d'autres aliments, ou l'emmène lorsqu'elle est chez vous, elle l'emmène à l'assiette pour lui montrer qu'on peut manger autre chose que de téter du lait. Et c'est là que vers 5 semaines, à peu près 6 semaines, l'éducation à proprement parler commence. Alors l'éducation, elle est amusante chez le chat puisqu'elle est ludique. Le chat apprend tout ce qui peut lui servir dans la vie en jouant avec sa mère et en jouant avec ses frères et sœurs. Le premier jeu, c'est en jouant avec la queue de sa mère. Il développe son adresse à attraper quelque chose. Ensuite, il apprend les différents comportements pour intimider ses adversaires, c'est-à-dire qu'il se met de côté, qu'il se dirige comme ça vers ses frères et sœurs en levant sa queue, en la mettant en plumeau bien grosse, en faisant horripiler tous ses poils. Comme ça, il paraît énorme par rapport à ce qu'il est en fait. Il fait très très peur aux autres, et ça c'est en jouant qu'il l'apprend. Et puis il y a toutes les postures d'affût, de guet, où vous pouvez voir un petit chat caché dans le coin d'un canapé et qui attend que son petit frère passe pour lui sauter dessus. Enfin, c'est exactement comme ça qu'ils chasseront plus tard. C'est comme ça aussi qu'il l'attrapera, qu'il fera cette prise au niveau du cou qui est tout à fait classique dans l'espèce féline, et qu'il essaiera même de le secouer un petit peu comme s'il voulait tuer une souris. Et puis le petit frère va se laisser faire, et puis la fois d'après, c'est lui qui exercera ses talents de la sorte. La nuit, tous les chats sont gris, dit le proverbe. Pourtant, une étonnante palette de couleurs nous est proposée parmi la trentaine de races existantes. Pour vous aider à choisir votre futur compagnon, laissez-vous pénétrer par le monde félin fait d'harmonie, d'élégance et de puissance. Peut-être est-ce parmi les descendants du Felis libica que vous trouverez le chat de vos rêves. Aussi sociables que beaux, ces félins s'intégreront rapidement dans votre foyer avec la discrétion et la noblesse qui les caractérisent. Cependant, avoir un chat, c'est accepter de ne pas le posséder. C'est lui qui vous adopte. Il a conservé son instinct sauvage. Il n'y a pas un animal qui, tout au long d'une association millénaire avec l'homme, est aussi peu changé que le chat. Les artistes disent que cet animal énigmatique donne à la vie une autre dimension et favorise l'inspiration.